Bonjour à tous et bienvenue sur Azur TV dans votre émission Côté Sport. C'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une émission spéciale au GC Nice. Et c'est Virginie Rossetti, la directrice de la communication, qui m'accompagnera sur ce plateau. Mais avant de la questionner, je vous laisse regarder le résultat des matchs de ce week-end. Je vous rappelle que Monaco affrontait Lille alors que nos Niçois se mesuraient au PSG. Regardez. Vendredi, Monaco a souffert mais sauve l'essentiel en battant Lille 2-1 en ouverture de la 30e journée de Ligue 1 pour conforter ainsi sa deuxième place. Les champions de France en titre ont effectué une bonne opération dans la course à la Ligue des Champions avant la trêve internationale. Et c'est surtout pour Lille que ça a été dur avec une nouvelle défaite qui le condamne à vivre un week-end de plus dans la zone de relégation à la 19e place, à 1 point du barragiste. C'est la mauvaise conclusion d'une semaine noire pour les Dogs après l'envahissement de leur pelouse par leurs supporters samedi dernier. Les Lillois ont été sanctionnés à titre conservatoire jeudi d'un match à huis clos en attendant une décision de la commission de discipline de la Ligue. Nice a livré une belle bataille au Paris Saint-Germain. Finalement, vainqueur, c'était donc dimanche à une heure plutôt inhabituelle, 13h. Et c'est destiné à conquérir le cœur du public asiatique. Il manquait Neymar, blessé au casting de la rencontre, mais le scénario de ce Nice-PSG a été à la hauteur des attentes de la Ligue de football. Et si les Niçois, 3e l'année dernière en Ligue 1, sont rentrés dans le rang seulement 8e cette saison, ils ont démontré dimanche qu'ils n'avaient pas perdu leur qualité. Guidés par leur star Mario Balotelli qui a touché la barre transversale à la 75e. Ils ont en effet ouvert le score dès les premières minutes sur une contre-attaque éclair conclue par Alan Saint-Maximin, lancé dans la profondeur par Alassane Plea. Néanmoins, leur défense est moins souveraine que l'attaque. Et après un bon arrêt de Benitez devant Angel Di Maria à la 20e, l'Argentin a égalisé en infligeant notamment un petit pont au Brésilien Dante. Bonsoir Virginie. Bonsoir. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Alors on va forcément parler du match d'hier. Comment s'est déroulé en termes d'organisation cette rencontre? On commence à se remettre petit à petit parce que ça a été très éprouvant parce que voilà, une organisation comme ça demande des semaines en amont de travail, de repérage, de visite technique, de plein de choses. Mais je pense que malgré les aléas du temps, parce qu'aujourd'hui il fait super beau et samedi faisait beau, mais hier c'était l'horreur, ça s'est bien passé. Donc les gens étaient contents. Il y avait plein d'animations, on va en parler largement, mais je crois que vous avez un petit peu mis à profit tout ce que vous faites au quotidien. Voilà, on a juste un peu levé le curseur parce que 35 000 personnes, une audience mondiale, etc. Donc c'est vrai qu'on a mis les petits plats dans les grands, comme à chaque fois qu'on reçoit Paris. Mais on n'oublie pas les autres matchs, on en parlera après. On en parlera après. Alors justement, on va écouter rapidement la réaction de vos joueurs, entre guillemets, et du président. Et c'est au micro de Johan Rouquet. Écoutez. Oui, un peu de frustration, dans le sens où je pense qu'un petit nul était peut-être mérité. Mais bon, je pense qu'en deuxième mi-temps, on n'a peut-être pas été assez audacieux. On a un peu regardé jouer Paris. C'est dommage, c'était un match plaisant qui aurait pu basculer d'un côté de l'autre. Il a basculé du côté de Paris. C'est le football. C'est une belle promotion quand même pour la Ligue 1, du coup, pour la Chine. J'espère. Après, on n'est pas toujours très objectif quand on regarde un match, mais je pense qu'on a vu, notamment en première mi-temps, un beau match. En deuxième mi-temps, c'était différent, mais voilà, j'espère. En revanche, Président, vos supporters qui ont exprimé leur mécontentement par rapport à l'horaire. Oui, après, vous savez, c'est toujours pareil. Notre football est en retard, on le sait, par rapport à beaucoup de pays européens qui pratiquent cet horaire depuis très longtemps. Moi, je pense qu'un dimanche à 13h, ça peut être très familial. Bon, on n'a pas de chance aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, mais c'est vrai qu'on essaye de faire des choses avant match, après match, pour que ce soit un moment agréable dans la journée. Après, les supporters, ils ont tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec cet horaire-là. Mais je pense qu'un dimanche est acceptable et de toute façon, si on veut grandir, si le football français ne veut pas continuer à se faire distancer par ses concurrents, il faut qu'on passe par là, c'est inévitable. Très frustré parce que nous, au-delà de prendre un point, on voulait vraiment jouer la victoire et je pense que ça s'est vu ce soir. On a essayé de jouer notre jeu, justement de ne pas changer parce que c'est Paris en face. Moi, c'est sûr qu'ils nous ont causé quand même pas mal de problèmes. On a essayé d'être compact, mais c'est sûr que sur l'ensemble du match, on a quand même beaucoup de regrets parce qu'on a eu quand même des occasions. Mais bon, voilà, maintenant il va falloir se concentrer, il nous reste 8 finales à jouer, il va falloir les jouer. Hein. Je pense qu'on a fait un très très bon match dans l'ensemble. Après, on a vu une équipe en face qui maîtrisait très bien le ballon, qu'ils avaient de l'expérience aussi. Donc voilà, je pense que surtout, malgré la défaite, on a eu beaucoup de bonnes choses. Il va falloir garder cet même état d'esprit jusqu'à la fin du championnat. Vous avez sorti un gros niveau quand même aujourd'hui, c'est rassurant pour la suite du championnat pour vous? Oui.
c'est comme j'essaie de transmettre à l'équipe. C'est bien de gagner, mais c'est très important l'état d'esprit qu'on aborde à chaque match. Et ça, c'est encourageant. Je parle de Lille, je parle de Guingamp. On a eu un très très bon état d'esprit aujourd'hui aussi. Donc voilà, il faut garder ça. Après, c'est clair que chaque défaite, ça nous fait mal. Mais encore une fois, dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de bonnes choses. Il y a d'autres qu'on doit corriger, bien sûr. Je pense qu'on a mis plein de bons ingrédients pour gagner ou au moins faire match nul sur ce match. Après voilà, c'est pas une grande équipe pour rien. On a fait 2 erreurs je pense sur les buts et derrière on les paye cash, mais c'est vrai que c'est frustrant et rageant. On sort quoi quand même rassuré malgré tout après ce genre de prestations? On se dit qu'on a mis pas mal de bonnes choses. Après si on garde cet état d'esprit là jusqu'à la fin, je pense que les matchs ils tourneront en notre faveur, mais il ne faut pas lâcher. Il y a de bonnes choses, mais bon, le résultat final il est décevant forcément. Donc on a aujourd'hui le sentiment qui se dégage, c'est vraiment de la frustration, je pense. Ce match, du coup, était l'occasion donc de montrer toutes les activités que vous proposez. Alors pourquoi avoir voulu finalement développer autant de choses? Parce que on va voir un match de foot, j'en ai vu pas mal et je vous assure qu'on n'a pas ça partout. C'est gentil déjà de nous dire ça, on ne regarde pas trop ce qui se fait à côté, mais c'est vrai que nous, on essaye de tous les jours inventer, créer des nouvelles choses. Et là, l'occasion était belle parce que 35 000 personnes. Et là, puis on voit aussi, justement, il y avait le plateau de téléfoot. Ouais, téléfoot, voilà, historique, 40 ans d'émission, ils n'ont jamais fait le parvis d'un stade, donc c'est génial. Et puis voilà, les enfants en masse, tout le monde, donc on voulait proposer un avant-match aussi pour répondre aux problèmes de flux, parce qu'on n'en parle pas, mais en proposant des choses avant et après, vous permettez que pas tout le monde arrive en même temps, sclérose dans les embouteillages. Ça régule un petit peu. Ça répond à plein de problèmes. Alors c'est un peu un bonheur pour les parents qui viennent, parce qu'on le voit, il y a beaucoup d'animations pour les enfants. Alors comment ils ont pu s'occuper? Il y a eu un mur d'escalade, En fait, on avait fait des pôles pour les parents, mode détente, fat boy, chaise longue, etc., avec un point restauration et une animation pour l'enfant, de sorte que les parents pouvaient voir les enfants jouer, se détendre et voilà, passer aussi leur dimanche en toute tranquillité. Il y a aussi des sortes de food trucks. C'est vrai que dans les stades, généralement, on a le petit sandwich qui n'est pas très bon et qui n'est pas très ragoûtant. Pourquoi avoir voulu aussi développer ce côté un petit peu gastronomique où vous proposez plusieurs choses? Parce que toujours pareil, un service à 360 avec de la soca pour le puriste, le pambagna, les bonbons, les glaces. Enfin, vraiment, on essaye de répondre à n'importe quel besoin, en fait. Alors, en termes de besoins, il y a aussi la musique. Ça aussi, je l'ai rarement vu. Des animations musicales. Vous proposez, je crois, par Radio Émotion. Oui, on a un partenariat avec Radio Émotion qui caste à chaque match un artiste, un jeune talent, qu'on mettra en scène sur le dernier match sur la pelouse. Donc là aussi, c'est sympa. Ça répond aussi à un besoin de gens qui ont envie de passer un moment devant une scène musicale. En fait, l'OGC Nice, quand on va voir un match, finalement, on voit le match, mais pas que. Merci, voilà, ça c'est cool. J'ai résumé. Bon, non, ça fait plaisir parce que pour la première fois lors de notre campagne de com sur l'abonnement l'été dernier, on est sorti du prisme uniquement sportif et on a mis en scène nos matchs ne durent pas que 90 minutes et on a mis en scène toutes ces activités, ces niches de population qu'on n'avait pas avant. Et ça marche vraiment parce que voilà, tout le monde vit ensemble et très bien dans ce stade. Il y a une animation phare, du moins que moi j'aime beaucoup, avec l'aigle qui vole au-dessus des tribunes. Un petit mot sur son nom, Méfie. Oui. Alors Méfie, c'est vous n'êtes pas niçoise? Non, c'est pour donc, ça veut dire prends garde à toi. Oui. C'est un petit signal à l'adversaire quand il se déplace. Et c'est donc nous quand on a lancé cette animation avec l'aigle qui survole le stade, on s'est posé la question sur le nom et on s'est dit on va proposer aux écoles d'élire. Donc c'est les petits écoliers de Nice on a lancé un sondage et qui ont choisi ce nom qui a été adopté depuis par tout le monde. Bon, très bien, mais ça marche bien. On a parlé des animations, on va parler aussi du milieu associatif parce que vous êtes très engagé. Là aussi, encore une fois, c'est plutôt rare pour un club de foot. Généralement, ils engagent un petit peu de façon isolée leurs joueurs dans telle ou telle manifestation. Mais bon, ça ne suffit pas. Là, je crois que l'OGC Nice est engagé depuis les années 2000 et depuis 2011, avec Jean-Pierre River, la solidarité s'est vraiment développée. Et donc, je pense que c'est une des premières choses qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés, c'est je veux qu'on fasse plus de choses, qu'on soit plus utile. Donc, on faisait des choses, mais comme vous disiez, un peu isolées, un peu mal structurées. Et on a vraiment monté un programme hyper vraiment puissant en termes d'action citoyenne. Alors, je crois que vous venez en aide à plus de 150 associations et vous participez à environ 500 actions citoyennes par an. Comment ça se met en place au quotidien? Parce que déjà, je pense que vous n'avez pas beaucoup de temps. Disons que c'est des programmes. Déjà, je vais commencer par la confiance et de ce qu'on m'a mis à disposition, c'est que j'ai pu embaucher
et c'est très rare dans les clubs, une personne qui s'occupe à plein temps de tout ce qui est citoyen, donc que j'ai eu en stage et qui est maintenant à plein temps là-dessus. Donc du coup, voilà, ça montre aussi la volonté de mes dirigeants d'avoir vraiment quelque chose là-dessus. Et sinon, voilà, donc toutes ces actions, on monte des programmes citoyens autour de la proximité et de l'enfance. Et donc, on fait plein de petites choses. Je tiens à préciser que sur ces 500, je crois qu'il y a peut-être 50 qui sont médiatisés encore. Oui, donc il y a plein de choses qu'on fait vraiment pas pour faire de la com, mais pour juste être justement locomotive sociale et caisse de résonance pour ces associations qui parfois sont dans leur coin et n'ont pas de visibilité. Est-ce qu'on en vient toujours au même point que le sport est un vecteur d'émotions positives et de bien-être et que peut-être ça aide aussi quand on a un joueur connu qui est parrain de l'association? Ouais, et puis là, ce que vous dites, ça a une résonance pour moi parce que suite aux attentats, je me souviendrai toujours, c'est vrai qu'on a pris à bras le corps les choses en organisant un hommage formidable et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est toujours très proche des familles, tout ça, et que même en termes, pour les Niçois qui ont été tous meurtris, même s'ils n'ont pas été touchés directement, le fait qu'on fasse une si belle saison à cette époque, en portant le cœur, ça fait du bien. Donc, ce que vous disiez, vecteur d'émotions positives. Et c'est vrai qu'on a été un peu le Lex-O'Mill de la ville pendant toute cette période post-attentat. Qui sont les bouchons d'amour 06 ? Ah, ça, c'est une asso avec qui on est partenaire depuis longtemps. C'est juste, voilà, ils transforment, ils recyclent le plastique des bouchons pour en faire des chaises roulantes. Je me suis posé la question. Voilà, nous, on a engagé, donc évidemment, au stade avec toutes les buvettes, au sein de chez nous, la moindre bouteille qui est à l'entraînement est bu, on récupère les bouchons. Voilà. On essaye à notre niveau d'être utile. Voilà. Il faut que chaque jour, on arrive à faire quelque chose d'utile. On va parler plus spécifiquement, je vais y arriver, de 3 projets. Pour commencer avec le gym solidaire qui existe, je crois, depuis 2013 en partenariat avec l'Intersecours de Nice. Voilà, l'Intersecours, c'est vraiment toutes les associations qui viennent en aide justement aux gens en précarité. Donc c'est un programme qui, je crois, date de 3-4 ans, où justement, là-dedans, vous pourrez retrouver le repas qu'on va servir au SDF à Noël, les collectes, par exemple, au stade. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de nourriture qui était jetée. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis en place une chaîne pour que toute la nourriture ne soit plus jetée, mais redistribuée dans la nuit qui suit les matchs. Ce genre de choses, les collectes d'habits, les collectes de jouets, tout ce qu'on peut faire pour... Alors je crois qu'en plus, Virginie, vous avez pour cette action un parrain de choix qui a récemment marqué un quadruplé à la SAN Pléa. C'est eux vous leur proposez les associations, comment ça se passe? On discute beaucoup en amont pour savoir ce qui les sensibilise, parce que mettre quelqu'un qui n'est pas convaincu, c'est plus contre-productif qu'autre chose. Donc selon la sensibilité du joueur, on l'amène progressivement à la SAN. Depuis 2-3 ans, il est sur ce programme. Au début, sur les OP, c'était le président River qui portait, lui, il était en mode un peu représentation. Et petit à petit, on l'a amené à être vraiment parrain et porter le projet. Et maintenant, il est complètement partie prenante du projet. Et c'est vrai que quand c'est le joueur qui va faire un appel aux supporters pour amener des habits, c'est tout de suite plus facile. Est-ce que vous avez du mal à comprendre peut-être que tous les clubs n'essaient pas de faire ça? Parce que finalement, même si c'est du travail, il y a une telle aura autour du foot que finalement ça paraît logique. Je ne sais pas du tout ce que font les autres clubs, mais en tout cas, c'est vrai que quand on voit le pouvoir qu'on a, rien qu'en caisse de résonance, parce qu'on touche vite tout le monde, j'espère que tous les autres clubs s'inspirent aussi de ça, quoi. Alors, on va parler aussi d'une problématique, le chômage. Il y a le forum sur l'emploi qui fêtera sa 4e édition, je crois, en 2018. Ça, je suis fière parce que voilà ce que je vous le disais. Nous, les one-shots à l'OGC Nice pour s'attirer la lumière et les caméras, ça ne nous intéresse pas. Donc, typiquement, le forum, c'est un truc sur un pari qu'on a lancé il y a 4 ans. Et tous les ans, on l'a reproduit avec... je crois plus de 1500 emplois créés depuis. D'accord, c'est ce que j'allais vous demander, combien environ d'emplois ont été parce que là, créés. je peux me prendre 2 secondes là-dessus? Oui, voilà, bien sûr. Juste pour vous expliquer comment on organise ça, on appelle toutes les boîtes et à la place de louer un stand et de faire de l'argent en leur disant votre remplacement on leur demande de proposer 10 offres concrètes de travail. Ah oui, bah oui. Voilà. Donc à partir de là, pourquoi ça ne va pas marcher, quoi. Voilà. Histoire de leur expliquer que pour venir, c'est pas pour faire de l'image. Venez avec du concret. De votre côté, avec tout ce que vous faites au quotidien, quelle est peut-être la chose qui vous a le plus marqué dans votre carrière, dans le milieu associatif, quelque chose qui vous a plus touché qu'une autre? Parce que je suis aussi touchée dès qu'on gagne un match. Oui. C'est une autre émotion, mais c'est tellement fort. Une grande aussi. passionnée.
Peut-être on avait entraîné pendant 2 ans une équipe spéciale olympique de jeunes déficients mentaux et physiques et on les a amenés jusqu'aux JO mondiaux de Los Angeles. Donc on les a entraînés pendant 2 ans. Ils ont porté les couleurs de Nice à Los Angeles sur des JO et je crois que ça avait été très émouvant. Mais c'est vrai que hier soir, je peux encore prendre oui, bah oui, mais vous prenez tout le temps. Un petit gamin qui allait pas bien à un certain moment. Son papa hier soir m'a dit juste pour vous dire que ça y est, Dorian est au stade. Donc pour nous, c'est des petits trucs. C'est par exemple Cardinal, un de nos joueurs, c'est quelqu'un qui l'a rencontré et qui lui envoie à chaque fois un texto après le match. Vous voyez, on fait plein de choses invisibles, mais on crée des histoires très fortes avec Johan Cardinal, qui je crois est aussi le parrain d'une association qui s'appelle Le Point Rose, que je connais bien puisque Nathalie Paoli est à Marseille, donc j'ai eu le plaisir de l'interviewer quand j'étais là-bas, qui est aussi une association avec une grande histoire et ça fait plaisir à voir qu'un joueur s'investisse aussi là-dedans. Voilà, si vous la connaissez, vous voyez que des fois, il y a des humains juste au-dessus des autres et qui arrivent à faire des choses de fou avec la volonté. Là aussi, pareil, on a lu les règlements de l'UEFA, on a vu qu'on avait la possibilité de mettre un sponsor caritatif dans le lot, donc on a foncé, on lui a tendu la main, elle l'a saisi. Et depuis... Entre-temps, j'avais eu, donc, comme je discute beaucoup avec les joueurs, Johan qui m'avait parlé de son histoire avec son petit frère. Et là, ça a matché direct et depuis, voilà. Elle m'en avait parlé de cette belle histoire. Le don du sang fait aussi partie de votre fer de lance associatif. Donc, je crois que 50% d'augmentation du nombre de candidats au don depuis 2016, ce qui est quand même pas négligeable. Donc là, pareil, don du sang qu'on a rebaptisé le don du sang rouge et noir, toujours pour fédérer autour de nous. C'est vrai qu'on est très fiers de ces records parce que voilà, on a désacralisé le don du sang, on l'a rendu un peu plus, voilà, on a parlé aux supporters en les mobilisant tout ça et les joueurs aussi ont fait la même chose et ça a réussi à entraîner toute une mouvance derrière nous. Autour de ça, bien sûr. Vous vous focalisez également sur les générations futures. Il y a beaucoup un soutien autour des enfants malades, on le disait, qui sont porteurs de handicap en général. En quoi c'est important pour vous, là aussi, de mettre, d'un petit peu appuyer sur ça? Les enfants, ça touche tout le monde, quand on en est ou quand on n'en est pas. Et au-delà de ça, parce qu'on fait énormément pour les enfants, que ce soit les malades ou pas malades, c'est vraiment notre fer de lance. On a envie de faire tout le temps des choses pour eux. Et encore plus ceux pour qui les pauvres ne peuvent pas aller au stade, etc. On est très proche d'eux, ce qui est logique. Bien sûr. Comment vous accompagnez finalement ces associations au quotidien? Parce que là, il y a plusieurs événements qui sont mis en place, mais pour les petites associations peut-être un petit peu plus inférieures en termes de nombre, en termes de moyens, comment, on va dire, l'action se porte-t-elle au quotidien? Donc ça, c'est un programme qu'on a mis en place qui s'appelle Enfants sans douleur et qui répond vraiment à ces micro-associations dont vous parlez, qui n'ont encore une fois pas de résonance, personne pour les aider. Donc c'est des associations qu'on met en valeur, qu'on aide. Sur notre site internet, on relaie toutes leurs activités. Et on est surtout là quand ils ont besoin de nous. Donc encore une fois, on est tous les jours présents. Je vous disais, j'ai une personne qui est là exprès. Pour n'importe quelle demande, que ce soit juste de l'écoute ou des lots, voilà, on est là. Bien sûr. Que ce soit par rapport au chômage ou à plusieurs choses qu'on a citées, est-ce qu'on peut parler là, alors ça n'a rien à voir avec l'insertion pure et dure par le football, mais qu'encore une fois, c'est un vecteur énorme et ça suscite vraiment plein de choses? Oui, et puis encore une fois, tous les CSP sont réunis dans un stade de foot. N'importe quelle éducation peut permettre de devenir joueur de foot. Donc il n'y a pas de règles pour réussir dans le football ou pour aimer le football. Vous avez vraiment un mélange culturel. Est-ce que du coup le gym, vous allez essayer de développer d'autres projets de solidarité? Le truc, c'est que tous les jours, on a des projets. C'est notre marque de fabrique à Nice. Il faut que je vous invite toutes les semaines. Alors, donc tous les jours, on a des nouvelles choses. Et donc, je vous dis en avant-première, je ne vais pas dire quoi, mais voilà, Alassane Pléa va annoncer quelque chose dans quelques jours, qui est une première en France au niveau citoyen. Donc, on pourra en reparler une prochaine fois. On en parlera, d'accord. C'est magnifique et c'est une très grande fierté pour nous. D'accord, et ça, on le saura dans les jours qui arrivent, dans les semaines qui arrivent. D'accord. Ah bah très bien, ça me va. Je me renseignerai. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus spécifiquement de vous et de votre carrière, parce que oui, je sais que ça va peut-être pas vous plaire, mais quand on est directrice de la communication d'un grand club de foot, de Ligue 1, au quotidien, une journée type, quelque chose que vous faites, voilà, comment ça s'organise pour vous? Déjà, je tiens à préciser que je suis loin d'être seule puisque j'ai plein de garçons géniaux dans mon équipe. Donc j'ai 3 salariés à plein temps plus des super stagiaires. Parce que vraiment, l'entretien de motivation est très important. C'est l'état d'esprit. Comme je vous disais, on a des idées tous les jours. Il faut réaliser qu'on a de la chance de bosser dans le foot, qu'on a la chance de bosser dans ce club, que vous avez nommé grand club. Donc ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Voilà, le matin, c'est surtout les retombées presse. Même je le fais avant d'arriver au travail parce que j'ai besoin de voir ce qui se dit, de voir comment on va... Ça ne doit pas faire toujours
toujours plaisir des fois? Non, mais bon, c'est la règle du jeu. Mais voilà, c'est le matin, c'est d'orienter, de faire toutes mes recos à mes équipes sur comment va s'articuler la journée. Puis après, j'arrive et c'est parti pour... on a toutes les semaines. Le lundi, on se dit, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fasse ça, ça, ça. Et du coup, les week-ends, vous ne connaissez pas? Les week-ends, donc les matchs à domicile, non. Et les matchs à l'extérieur, on est focus aussi. Donc, c'est un peu 7 jours sur 7. C'est un grand amour de ma vie, on va dire. Alors justement, vous ne vous êtes pas dirigé vers l'OGC Nice pour rien non plus, parce que vous êtes une grande passionnée de base. Vous pensez que c'est indispensable quand on fait votre métier? Non, mais je pense que ça peut aider au supplément d'âme quand même si je vous le disais, c'est une question de caractère d'être comme ça dans la vie, mais je pense que voilà, d'avoir en tête que c'est une chance fabuleuse, ça aide aussi, on va dire. C'est pas un peu macho comme milieu parfois? Non. Non, il faut s'imposer. Ouais. Comme partout, moi je fais pas de différence avec ça. Oui, vous avez bien raison. On en revient aux joueurs de l'OGC Nice. Vous essayez de créer avec eux une relation un peu de maman. Ouais, grande sœur, on va dire. Parce qu'ils ont besoin finalement de beaucoup de conseils au quotidien, que ce soit dans la gestion de leur image ou... Disons qu'il faut être cohérent avec eux. Quand on leur dit je t'embarque là-dedans, là tu vas... Il n'y a pas longtemps, on leur a fait faire du théâtre par exemple. Oui, j'ai vu. Voilà. Au début, c'était réticent et à la fin, ils voient qu'ils ont eu raison, qu'on a protégé leur image, qu'ils n'ont pas été ridicules et que ça a été une super expérience pour eux. Pareil pour le citoyen. Au début, c'est toujours un peu comme ça et puis après... Vous voyez qu'on les porte, en fait. Il y en a beaucoup qui disent que dans les clubs de foot ou dans le milieu, on surprotège les joueurs. Vous êtes d'accord avec ça? Ou finalement, vous essayez de les protéger, mais tout en leur laissant aussi leur non, voilà, c'est plutôt ça. Les protéger, qu'ils aient leur propre réflexion, mais leur faire comprendre qu'aujourd'hui, voilà, ils s'adressent à des millions de gens et qu'il faut... Oui, il faut assurer réfléchir avant de parler. Bien sûr, je suis bien d'accord. Très bien. Alors, avant de vous laisser peut-être, on va regarder l'agenda du week-end. Alors, il n'y a pas encore, il n'y a pas de match ce week-end, mais voilà, c'est l'équipe de France qui va jouer. Regardez. Vous le savez, c'est la trêve internationale pour laisser certains joueurs rejoindre leur équipe respective. D'ailleurs, la France, je vous le rappelle, affrontera la Colombie ce vendredi 23 mars à 21h. Du côté de la Principauté, un match important aura lieu le samedi 31 mars pour une finale au sommet contre Paris, à savoir que cette rencontre se jouera au Matmut Atlantique de Bordeaux. Pour les Niçois, la prochaine rencontre sera le dimanche 1er avril pour un coup d'envoi à 17h et ça concernera du coup la 31e journée de Ligue 1. Allez Virginie, encore 2-3 questions et je vous laisse. Vous qui connaissez le club depuis très longtemps en tant que passionné, puis vous y travaillez depuis un moment, est-ce que vous avez constaté vraiment une évolution marquante au sein du club de l'OGC Nice? Oui, depuis ces dernières années. Déjà, gamine, nous, on était très peu à être pour l'OGC Nice et on se faisait railler de tous les côtés. Aujourd'hui, quand vous... Voilà, la vraie victoire, elle est là. Vous promenez, vous voyez des gamins avec le maillot, des gens... Enfin, c'est surtout ça. Aujourd'hui, je crois que le club, on peut dire qu'il grandit, mais il est vraiment devenu un club qui compte, qui a son importance. Vous me disiez grand club, donc bon, c'est c'est vrai que ça fait partie des grands clubs de Ligue 1. Aujourd'hui, on est redevenu cohérent, on est redevenu un club qui compte et qui est avec une vision stratégique, qui se tient. On n'a jamais paniqué quand ça allait pas, quand ça va bien, on saute pas au plafond. On travaille tous les jours, on donne tout pour que la ville, les habitants, les Niçois et ailleurs soient fiers de nous. Est-ce que vous devez au quotidien d'essayer quand même de les séduire? Qui? Les supporters. Ah tout le temps. Tout le temps, mais avec des choses cohérentes. Voilà. Pas avec du vent. Pas avec du vent, et ça passe forcément par les victoires. Comment on arrive à gérer, par exemple, une défaite face à Paris, alors que vraiment, ils ont fait un super match, les Niçois? Comment, après coup, vous qui vivez un peu tout, on arrive un petit peu à digérer et à passer à autre chose le lendemain? Quand on propose le contenu d'hier, il n'y a pas de problème dans le sens où les Niçois, ils ont juste besoin qu'on fasse ce qu'il faut sur le terrain. Après, on perd, on gagne, mais il faut tout donner. Et hier, ça a été le cas, et je crois que toute la France l'a vu. Donc, et au-delà. Il y a beaucoup de supporters versatiles, mais on m'a dit qu'à Nice, ce n'était pas forcément le cas. Non, c'est l'être humain qui est versatile. Oui, c'est vrai. Donc, quand certains me disent « oui, ça pourrait être mieux », je leur demande comment c'était il y a quelques années, s'ils ont la mémoire courte. Donc je pense que c'est malheureux d'avoir à attendre, de plus avoir les choses pour dire « ah, c'était génial quand même ». Voilà, c'est juste que je dis à chacun qui me parle, c'est profiter, c'est génial ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, j'ai 43 ans, je me suis jamais autant régalée en tant qu'avec juste l'œil supportrice. Bien sûr. En termes d'ambition, du coup, si on parle à la supportrice, vous espérez quoi? J'espère juste qu'on continue à être cohérent comme ça et qu'on continue à vraiment à faire de bons matchs. Et bien sûr. Je vous remercie Virginie d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir de vous accueillir. C'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve évidemment lundi prochain pour un nouvel invité sportif. En attendant, prenez bien soin de vous et très belle soirée sur Azur TV. Bye bye.